La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. La question de l'islamisme traverse notre époque à la manière d'un immense péril. Non seulement l'islamisme progresse-t-il dans le monde musulman, mais il progresse aussi en Occident. On le connaît à travers son visage terroriste, mais on ne saurait pour autant l'illimiter. Qu'est-ce que l'islamisme? Comment pénètre-t-il les sociétés occidentales? Quelles sont ses ambitions? Sur quoi repose-t-il philosophiquement? Ce sont ces questions et bien d'autres que je poserai aujourd'hui à Mounia Aït Kaboura, qui termine en ce moment une thèse de doctorat en philosophie consacrée notamment à la question de l'islamisme et qui est une intellectuelle engagée dans le paysage québécois. Elle était d'ailleurs une des principales signataires d'une récente lettre ouverte dénonçant la prétention des islamistes à parler au nom des musulmans québécois en invitant ces derniers à s'opposer justement à l'emprise islamiste. Il s'agissait du manifeste pour un islam de liberté et de citoyenneté. Mounia Aït Kaboura, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors, question première, ce manifeste paru la semaine passée, manifeste pour un islam de liberté et de citoyenneté. Qu'est-ce qui, vous étiez une des principales signatures de ce texte. Quel était le projet, l'intention derrière ce texte? Qu'est-ce que vous entendiez faire entendre dans l'espace public comme voix significative? Tout d'abord, le manifeste, c'est signé par plusieurs personnes. Ce sont des sociologues, des écrivains, des poètes, des anthropologues, des politologues, des islamologues. Puis, l'intention derrière ce manifeste, c'est de dire que les musulmans sont pas un groupe homogène, mais ce sont vraiment une population très diversifiée et multiple. Et c'est de dénoncer un peu la représentation des musulmans, quand un groupe représente ces musulmans ou une personne qui représente ces musulmans, parce que tout simplement les musulmans n'ont pas de représentation, on peut dire, politique. Alors quand on regarde les musulmans, par exemple au Québec, c'est environ, à Montréal, environ 540 000. Ça veut dire, si on va arrondir un peu les chiffres, on va dire que c'est 160 000. Mm-hmm. Ici, à Montréal, si on regarde le Québec, on a 243 000, on peut dire 244 000. Oui. Alors ça, c'est un nombre vraiment énorme. On parle des milliers. Alors comment ces milliers-là, des gens sont représentés par un seul groupe? Un groupe, quand on parle d'un groupe, ça peut représenter combien? 1000? 2000? Les autres, ils sont où exactement? Qui peut dire qu'ils représentent cette immense population? Deuxième chose, à part le chiffre, cette population est trop diversifiée parce qu'ils viennent de 57 pays musulmans. Mm-hmm. Ces pays musulmans sont des Asiatiques, des Africains, des îles Maldives, et c'est aussi l'Albanie, l'Europe de l'Est. Ça veut dire 57 pays qui sont très diversifiés, très multiples au niveau de la culture, au niveau linguistique, au niveau civilisation. C'est vraiment une diversité géographique et culturelle et linguistique et même religieuse, parce que quand on parle de l'islam de l'Albanie, c'est pas l'islam du Maroc, c'est complètement différent. Une Afghane, elle n'a pas de rapport avec une Algérienne, mais par contre, une Algérienne a beaucoup d'affinités avec une Marocaine, parce que c'est le même bassin culturel, c'est le bassin culturel maghrébin. Le Maghreb, c'est un pays, on peut dire que c'est un pays d'origine berbère, c'est des Amazirs, avec un métissage avec les Arabes. Alors, les Arabes, les Berbères, ils ont construit une identité culturelle. En plus de ça, avec l'arrivée de l'Andalousie, après la Reconquista? Oui, c'est ça, exactement. Tout le monde, ce monde-là est venu au pays de Maghreb. Alors, il y a les Juifs, il y a les musulmans, il y a les Berbères, les Arabes. C'est un mélange culturel. Ça, c'est un mélange spécifique. Ne peut pas être comme le mélange afghan. C'est des Pashtouniens, c'est une autre culture tout à fait différente. Alors, c'est quoi le rapport entre un Maghrébin et un Afghan, un Pakistanais? Il n'y a pas de rapport au niveau de culture, ni linguistique, ni civilisationnel. Dans ce cas-là, on ne pourrait pas dire que cette immense population québécoise est représentée par une personne ou un groupe de 10 personnes ou même un groupe de 1000 personnes ou 2000 personnes ou même 10 000 personnes parce qu'il reste une grande majorité qui n'est pas représentée. C'est une majorité silencieuse, malheureusement. C'est une majorité qui est passive. Alors, je vous soumets une double hypothèse. Alors, d'un côté, on peut dire qu'il y a une population qui voit une population très diversifiée, donc qu'on rassemble de manière un peu artificielle sous l'étiquette communauté musulmane, alors qu'il y a en fait une diversité de populations, de communautés qui se réclament d'une manière ou de l'autre de l'islam. Mais, par ailleurs, si on lit bien votre lettre, on pourrait dire que les islamistes ont la prétention à unifier
ces populations-là sous une forme d'identité victimaire. En tout cas, d'une certaine manière, les islamistes disent « Nous sommes les seuls vrais représentants des musulmans québécois », à tout le moins ici, puis on peut dire ailleurs dans le monde, la logique est la même. Et par-dessus le marché, on pourrait dire que si on vous suit bien, le système médiatique a tendance à accorder ce crédit-là aux islamistes en disant effectivement, vous êtes les représentants des musulmans, donc nous parlerons avec vous pour savoir quelles sont leurs préférences, leurs aspirations, leurs priorités. Est-ce que ça décrit correctement la situation piégée dans laquelle nous sommes? Exactement, parce qu'on regarde par exemple les manifestes quand nous avons publié ça dans les journaux, les photos qu'ils ont mis, c'est une femme musulmane, ça veut dire un foulard, un homme musulman, ça veut dire une barbe. Ça veut dire déjà automatiquement, dans l'image symbolique du musulman, c'est quelqu'un qui a une barbe, puis une femme qui a un voile. Mais il n'y a pas une autre représentation d'un musulman. La logique derrière ça, c'est la logique nous et les autres. Nous, les musulmans, on réduit toute la diversité, toute cette multitude qui est réelle, sociologiquement réelle, on la réduit. Et la question qui se pose, pourquoi on réduit toute cette diversité? Pour construire un nous historique, qui n'est pas historique. Ça veut dire construire un nous. Et ce nous-là, en face de l'autre. C'est qui c'est l'autre-là? C'est le Québécois de souche. Quand on regarde ce Québécois de souche, on regarde au niveau de la religiosité parce que dans l'image, les Québécois sont des religieux, sont des athées. Et nous sommes les musulmans, les croyants. Alors les croyants en face de non-croyants. Le musulman contre le non-musulman. Et ce non-croyant est aussi nationaliste. Et le nationalisme aussi, c'est en question. Ça, on va aborder ça plus tard. Alors, quand on regarde ce Québécois, on va voir que lui aussi n'est pas un nous homogène. On va voir la chrétienté. Si on regarde selon les statistiques de 2011, on va voir qu'il y a les catholiques romains, les orthodoxes, les chrétiens, les anglicans, les chrétiens luthériens, les chrétiens qui n'appartiennent à aucune église, puis les non-croyants. Ça veut dire on va voir une diversité. En plus de ça, la diversité religieuse ne touche pas juste les musulmans et les chrétiens. On trouve, il y a aussi les juifs, il y a les hindous, il y a les bouddhistes. C'est comme, il y a une vraie diversité. Mais il y a donc cette diversité des religions, des confessions, bien qu'il y ait aussi des blocs historiques. Le Québec, pour l'essentiel, est une histoire catholique et ainsi de suite. Oui. Mais je vous ramène sur la question du piège dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, d'un côté, parce que c'est ce que j'avais compris de votre lettre, d'un côté, nous avons des islamistes qui disent « nous sommes les vrais représentants des musulmans », et de l'autre côté, le système médiatique où dans son ensemble, la société dit reconnaît aux islamistes ce privilège singulier de représenter les musulmans. Donc, cette idée que le bon musulman est non seulement pieux, mais pratique une religiosité ostentatoire, la bonne musulmane est nécessairement voilée, et celle qui ne l'est pas n'est peut-être pas une vraie musulmane. Je pense ici, par exemple, à Rachel Notley, la première ministre de l'Alberta, qui pour célébrer la fin du Ramadan, si je ne me trompe pas, elle qui n'est pas musulmane, a enregistré une vidéo sur Facebook où elle était elle-même voilée pour témoigner de son respect de la communauté musulmane. Comme si elle envoyait le signal qu'une bonne musulmane est une musulmane voilée. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une espèce de piège idéologique ou politique où cette description est inadéquate? C'est la construction d'une identité politique. Une identité politique construite sur la religion. Ça veut dire nous et les autres. Nous, les musulmans, OK? Ça veut dire réduire toute cette diversité-là, puis nous sommes tous des musulmans. On écrase la diversité des cultures dans une forme d'homogénéité religieuse. Exactement. Alors, cette identité, pourquoi nous sommes tous des musulmans? Ça, c'est pas pour créer une homogénéisation au niveau de la religion, mais au niveau de la politique. Ça veut dire nous sommes une identité politique et son idéologie, c'est l'islam. Quand on regarde c'est quel islam on va adopter, parce qu'on vient de plusieurs pays, puis il y a plusieurs, et l'islam est multiple aussi, ouais. Alors on va adopter quel islam? Donc quel est l'islam des islamistes? Exactement. Voilà, c'est l'islam de l'islamisme. Quand on est tous derrière cette bannière de l'islam de l'islamisme, puis eux, leur théorie, puis on va voir le fondement de leur théorie, il y a 3 principes. Le principe que j'ai écrit dans un article que je viens de publier sur Huffington Post, c'est l'unicité divine. Dieu est unique, la gouvernance de Dieu et l'adoration de Dieu. Alors quand on va expliquer ça, ces 3 principes, c'est que Dieu est unique et seul, et c'est à travers, il n'a pas d'associé, n'a aucun semblant selon la sourate, et Dieu le créateur de temps, de l'espace, des objets et des hommes. Alors Dieu, comment il exerce son pouvoir? Dieu exerce son pouvoir sur l'univers par les lois naturelles, qui sont des lois de la nature, puis sur les humains, c'est à travers la charia. Ça veut dire le Coran que j'ai ici devant moi. Alors, quand on regarde la loi de la charia, on va dire, OK, qui interprète cette loi de la charia? Il dit cette loi de la charia parce que c'est des textes qu'on devrait interpréter. Si on regarde le Coran, c'est plus que 2 tiers de textes coraniques. C'est
ambigu. Et il faut qu'il soit interprété. Donc, juste clarifier, donc pour les islamistes, le Coran ne doit pas être interprété de quelque manière que ce soit. Dans leur esprit, tout est d'une clarté lumineuse et c'est une loi qui doit s'appliquer aux hommes, quels qu'ils soient. Oui, le texte pour eux, c'est clair et net, parce qu'il est déjà expliqué depuis le 8e siècle. Donc, nul besoin d'interprétation, nul besoin de théologie, nul besoin d'interprétation. L'interprétation est déjà faite au 8e siècle. Okay. C'était une interprétation qui était faite par des hommes savants, comme Al-Bukhari et d'autres, mais c'est une interprétation qui est fondée sur une méthodologie qui est ancienne, médiévale, liée au paradigme médiéval. C'est pas comme aujourd'hui. Alors, les sciences humaines, nous avons développé beaucoup d'outils d'analyse, beaucoup de grilles d'analyse qu'on peut l'utiliser, et on peut même utiliser les interprétations chez les autres religions. Alors, on a besoin de cet outil-là pour travailler ce texte-là, parce que ce texte qui linguistiquement est difficile, puis il est lié à une époque vraiment médiévale. Donc, quand on dit, parce que c'est un propos qu'on entend souvent dans l'espace public chez le commun des mortels qui n'est pas familier évidemment avec l'islamologie, quand on entend le Coran est la parole définitive, c'est un texte définitif sans nuance qui doit être appliqué tel quel et qui n'a pas de place à l'interprétation, votre réponse c'est faux. Dire qu'il n'y a pas d'interprétation possible, ce n'est qu'une interprétation finalement. Mais c'est pas moi qui dis ça, c'est depuis le médiéval, les musulmans ont interprété le texte. D'accord, donc il y a une longue histoire d'interprétation. D'interprétation, exactement, l'interprétation a une histoire. C'est l'interhistoire de récits, déjà le récit coranique puis le récit du prophète, ça veut dire les hadiths. Et la question que je vous pose à partir de là, c'est que nous disent les islamistes par rapport à l'histoire de cette interprétation? Parce que le propre d'une interprétation, c'est que le texte, la compréhension varie, l'interprétation change selon les siècles, selon les décennies, selon les époques. Selon le progrès de savoir aussi. Selon le degré du savoir. Et là, les islamistes nous disent, que nous disent-ils devant cette longue histoire de l'interprétation du texte coranique? Est-ce qu'ils nous disent tout ça est une fausse piste et il faut revenir à l'interprétation originelle, première? Il n'y a pas de fausse piste parce que déjà l'interprétation est faite au 8e siècle. Et l'interprétation était faite de quelle manière? Toujours, on a le texte original, puis il y a le texte secondaire. Le texte secondaire, c'est comme on parle des marges, ce qu'on fait nous, les marges d'un texte. Alors le texte reste intact, tandis que les marges bougent et varient. Et quand on revient, on est toujours prisonnier de l'interprétation médiévale du 8e siècle. On n'arrive pas à s'en sortir. Aujourd'hui, l'avancement de l'islam, c'est de s'en sortir de ce paradigme de pensée et d'intégrer d'autres outils de travail pour l'analyser selon le contexte. Pour revenir à le principe fondamental des islamistes, ça veut dire la gouvernance de Dieu, ça veut dire Dieu gouverne sur notre société par la charia, par le Coran. Mais le problème, c'est qui va interpréter le Coran? Ça veut dire que l'interprétation qui véhicule depuis le 8e siècle, c'est une interprétation qui est figée. En plus de ça, il sélectionne. Ça veut dire, parce que c'est une histoire de 14 siècles. Alors, le travail de l'interprète, aujourd'hui, il fait la sélection. Il sélectionne ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. Ce qui marche avec sa politique, ce qui marche pas, il le laisse. Et le travail réel d'un savant, ça veut dire qu'il prend le tout et on commence à faire la filtration et à travailler sur ça. Mais la sélection, ça veut dire arracher le texte de son contexte. On prend le Coran, par exemple, on veut défendre le foulard islamique. Ben voilà, le texte tel, il dit que le foulard est obligatoire. Mais le texte tel, il est lié à des textes qui précèdent, avant et après. Alors, pour comprendre un texte, il faut le comprendre dans son contexte textuel. L'arracher comme ça, de son contexte, c'est comme arracher une plante de sa terre, puis le planter ailleurs. C'est sûr qu'il va pas survivre. Mais je vous relance sur cette question-là. On reviendra tantôt sur la question du foulard qui n'est pas sans importance politique aujourd'hui. Donc, les islamistes nous disent finalement l'interprétation a déjà eu lieu, tout est réglé, il ne reste plus qu'à l'appliquer. À l'appliquer, exactement. La question que je vous pose à partir de là, c'est vous proposez une autre thèse, vous n'êtes pas la seule à le faire, mais on pourrait dire que dans le monde musulman d'aujourd'hui, sachant qu'il y a plusieurs mondes musulmans, mais sachant qu'il y a aussi quelque chose comme une communauté de référence d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'on peut dire que l'interprétation islamiste est dominante ou majoritaire, ou est-ce qu'elle est minoritaire, mais est-ce que nous lui prêtons plus de force qu'elle n'en a? C'est une interprétation dominante. Pourquoi il est dominant? Donc l'islamisme est le courant dominant de l'islam d'aujourd'hui. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que il faut sélectionner les choses. C'est comme faire la différence. Il y a déjà l'islamisme comme théorie politique. C'est ça ce que le monde, il pense que les islamistes sont des fous. Non, ils sont pas des fous. Ils ont une théorie politique de la gouvernance, comment gérer la société et l'État, bien claire et bien définie dans leur littérature. Cette théorie a des fondements philosophiques que je viens de dire.
pourquoi c'est ça? Je veux pas, parce que je veux revenir à les principes. Allez-y. Mais c'est correct. Je vais avancer avec ta question. Alors, pourquoi elle est dominante? Parce que le bassin théorique, le bassin théologique, le bassin de jurisprudence est déjà du 8e siècle. Et pourquoi il est dominante aujourd'hui? Parce que l'islam, aujourd'hui, comme dans l'époque médiévale, est une idéologie. Idéologie et une politique. Pourquoi? Parce que la construction de l'État islamique qui a été faite avec le deuxième calife, Abu Bakr, ça veut dire la construction d'un État, il a besoin d'un ciment. Le ciment idéologique n'existait pas auparavant. Les Arabes, ils avaient juste la poésie. Les tribus, ils ont fait des guerres, mais l'idéologie de cette tribu-là, c'était la poésie. Chaque tribu a son poète. Mais après l'islam, il y avait le Coran, il y avait le Coran. Et il n'y avait même pas le hadith, parce que le hadith va être fait et écrit le 8e siècle. Ça veut dire 120 ans après la mort du prophète. Et après la mort du prophète, il y avait toute une guerre civile sur la succession califale. Alors, quand on regarde, l'islam était l'idéologie de l'État islamique, de l'empire islamique. Quand vous parlez de l'État islamique, vous parlez pas de pas d'aujourd'hui. Non, on parle de l'État islamique, l'État, l'institution étatique. Puis, qui s'est transformé, est devenu un empire. L'empire islamique avec les Omeyyades, avec les Abbassides, avec les Ottomans, c'était un empire. Pour cimenter tout cet empire-là, c'était l'islam, l'idéologie. Il fallait une idéologie de référence exactement, pour fonder le pouvoir. Exactement, pour cimenter le pouvoir. Aujourd'hui, l'islam aussi, c'est le ciment du pouvoir. Si on regarde par exemple le Maroc, le roi, c'est pas juste un chef d'État, mais aussi le prince des croyants. En Arabie Saoudite, la même chose. Dans tous les pays arabo-islamiques, le chef d'État est aussi un chef spirituel. Alors la religion est restée un ciment indispensable dans la politique. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à avancer parce qu'il faut dissocier l'islam. Aujourd'hui, les musulmans libres, il faut dissocier l'islam de l'idéologie et de politique, le ramener à la spiritualité et à l'épistémologie. Ça veut dire un terrain de savoir qui est extraordinaire, pertinent. Alors, je vous ramène sur cette question parce que pour appelons ça le commun des mortels qui n'est pas familier avec tout cela, on dit souvent, par exemple, et on l'entendra souvent, on nous dit qu'il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme. Et c'est une tâche élémentaire que de ne pas faire cette confusion. La question, vous me répondez tantôt que l'islamisme est le courant dominant dans l'islam d'aujourd'hui. Quel est donc les autres courants, notamment que vous représentez, où trouvent-ils quand même un oxygène intellectuel? Où parviennent-ils à mener leur critique? Parce que j'en comprends de votre propos qu'il y a une espèce de conflit interne au monde musulman, où il y a une majorité, l'islamisme est dominant, mais il n'est pas tout puissant. Il y a aussi des musulmans qui veulent dépolitiser leur foi, qui veulent la réintégrer dans le domaine du spirituel en la dégageant du domaine politique. Est-ce que les courants que vous évoquez dans l'islam sont vigoureux néanmoins? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils progressent? Est-ce qu'ils ont une capacité d'avancer dans les sociétés musulmanes et en Occident aussi? Ça, c'est problématique, ils sont des marginaux. Ça, c'est la réponse. Vraiment. Donc, l'islam de liberté que vous représentez est marginal. Très marginal. Pourquoi? Parce que l'islamisme, c'est comme il faudrait l'étudier selon son contexte. Par exemple, l'islamisme en Turquie, il est au pouvoir. Oui, ça veut dire que c'est une idéologie de pouvoir. L'islamisme au Maroc, ce n'est pas une idéologie de pouvoir, mais il cimente le pouvoir. Mais quand on regarde l'idéologie de pouvoir lui-même, c'est une idéologie qui est malikite, c'est un islam médiéval pour soutenir ce pouvoir-là. Dans une population que plus que 60% ne sait ni lire ni écrire, il faut une idéologie qui est facile et simple pour maintenir le pouvoir. Et Alors, je veux juste avancer avec ça. Ça veut dire que l'islamisme, il trouve déjà sa base théorique, il est là. C'est pour ça que toujours les intellectuels ils disent comment on peut s'en débarrasser de cette pensée. On pourrait pas sans qu'il y ait une révolution culturelle. Sans cette révolution culturelle, même si on fait les révoltes et on change les gouverneurs et on fait tout ce qu'on veut, si la culture reste intacte, on pourrait jamais avancer parce que c'est là où il y a, on peut dire, le cœur ou on peut dire le terrain fertile qui encourage l'islamisme parce qu'un islamiste, il vient et te dit Dieu dit ça, le prophète a dit ça, tout le monde le suit parce qu'il n'y a pas une raison critique. Les gens ne savent ni lire ni écrire et même ceux qui savent lire et écrire, ils sont pas des intellos. C'est ça la problématique. Alors, l'islam des Lumières,
l'islam de la réflexion, de la critique, est vraiment marginal et persécuté en plus. Si on regarde, par exemple, Nasr Hamid Abou Zaid, c'était quelqu'un, un penseur, un universitaire, qui était en train de travailler sur le Coran. Il veut juste comprendre la structure de texte, comment il bouge, la dialectique dans le texte, parce que Dieu, si on regarde le Coran, était pour nous, pour les musulmans, c'est la parole divine qui vient de Dieu directement par l'ange Gabriel au prophète Mohammed. Alors on va voir que Dieu parle avec qui exactement. Il envoie ses messages à qui? Au prophète Mohammed, parce que le prophète Mohammed était dans une société. Ces sociétés, ils bougent, la société islamique. À la Mecque, c'est pas celle de Médine. Ça veut dire que nous avons 23 ans de récits qui viennent l'un après l'autre. Alors ce récit-là, il parle pas aux extraterrestres, il parle aux gens. Et ces gens-là, ils bougent. Alors, le monsieur, le Nasr Hamid Abou Zaid, il veut juste comprendre cette dynamique. Il était persécuté. Il a perdu son poste à l'université. Regardez, c'est comme si on a un universitaire ici, puis c'est scandaleux. Puis, à la fin, ils l'ont obligé à divorcer sa femme, parce que lui, c'était un athée, et pas un croyant, parce qu'il a osé travailler un texte sacré, indiscutable, et sa femme, c'est une croyante. La femme, il dit, je veux pas me divorcer de mon mari. Il dit, non, tu vas te divorcer de lui. Puis lui, il a quitté le pays pour aller aux Pays-Bas. Ça, c'est le drame de la raison dans les pays musulmans, arabes, maghrébins. C'est vraiment ça, c'est le drame. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Et ici, la même chose. Alors, on n'arrive pas à avancer même dans les pays occidentaux, malheureusement. Alors, dans les pays occidentaux, est-ce qu'on peut... Donc, vous dites dans le monde musulman dans son ensemble, l'islamisme est le courant dominant de l'islam. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans le monde occidental d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans les communautés musulmanes qu'on pense en Europe ou en Amérique? Et autre question, donc vous voyez, je vous bombarde de questions. Est-ce qu'on peut dire que l'islamisme lui-même est pluriel? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, par exemple, des courants plus radicaux, plus modérés dans l'islamisme? On entend dire quelquefois islamisme radical, islamisme modéré, on parle du salafisme et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a donc, dans l'islamisme même, des courants plus modérés, plus radicaux, des courants pacifiques, des courants terroristes? Donc, vous voyez, donc ces deux questions-là. La première, est-ce qu'en Occident, l'islamisme est la forme dominante de l'islam? Et deuxième question, est-ce que l'islamisme lui-même est pluriel? Les musulmans, si on regarde, parce qu'il faut différencier les contextes. Le Canada, c'est pas l'Europe. Alors, c'est qu'on regarde l'Europe, par exemple, la France, la Belgique, les immigrants, c'était des Maghrébins, des années 60. Alors, ces Maghrébins-là, ils essayaient de s'intégrer, d'avoir une vie dans la société française. Mais malheureusement, il y avait vraiment un problème d'intégration. Il y avait une crise de la politique d'intégration, la politique identitaire. Alors, ces gens-là, ils restaient marginaux socialement. Ils vivent dans les HLM. Leurs enfants, il y a déjà le problème de porter un nom arabe. C'est déjà marginalisés socialement. On regarde ça, c'est les musulmans, c'est comme ces maghrébins là, c'est parce qu'il y a une grande différence. Et on regarde, par exemple, si on regarde juste la Belgique à côté de l'Allemagne, il y a des Turcs, il y a l'islam turc à côté de l'islam maghrébin. L'islam maghrébin, c'est malikite, et même ils trouvent ces sources dans le libadisme. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Alors, c'est comme il y a une différence. Ces gens-là, ils voulaient faire comme la renaissance d'une identité, se défendre. Et c'était les islamistes qui étaient là. Voilà, vous avez une idéologie contestataire, qui dit non au régime, qui dit non au système. Et cette idéologie, c'est l'islamisme. Les musulmans, la plupart, ils font pas la différence entre l'islam et l'islamisme. C'est ça le problème, qu'ils font pas cette différence-là. Pour eux, ça c'est musulman et ça c'est musulman. On prie tous, on est tous dans la même mosquée, c'est pareil. Parce que déjà le sément, comme j'ai dit, était pas interrogé et questionné, ça veut dire la culture islamique. Qui est dominant aujourd'hui en Occident? C'est les islamistes. Qu'on entend qui parlent de l'islam, c'est les islamistes. Parce que un musulman, monsieur, madame, tout le monde, si on regarde juste ici au Québec, pour l'intégration, il faut 5 ans. Pour un immigrant qui connaît juste son espace, le monde, ils veulent travailler, ils veulent manger, ils ont des enfants, ils veulent économiser pour y aller visiter chez eux une fois par 2 ans, envoyer de l'argent aussi pour leurs parents parce qu'on sait que dans les pays de tiers-monde, il n'y a pas d'assurance sociale, pas d'assurance maladie pour plusieurs. Ça, c'est un musulman, ça veut dire qu'il est dans sa bulle quotidienne. Et c'est même pas c'est qui le premier ministre. Il y en a plusieurs qui savent même pas c'est quoi le centre de Montréal. Ils sont dans leur vie normale. Ça veut dire c'est une majorité, comme j'ai dit, silencieuse et passive parce qu'elle est engloutie dans son quotidien. Ceux qui parlent, c'est les islamistes parce que tu fais quoi dans une mosquée chaque jour? Tu manges quoi? Tu payes comment ton loyer? Qu'est-ce que tu fais? Moi, si tu me dis viens, je dis excuse-moi parce que j'ai un loyer à payer puis j'ai d'autres choses. Ça veut dire il n'y a pas de la bénévolat comme ça gratuite. On peut faire la bénévolat 1 fois par semaine, 2 fois par mois ou je sais pas, mais pas chaque jour. Alors les gens qui font ça chaque jour, se sont payés. Et qui paye?
Là, on regarde. C'est ça le problème. C'est les islamistes qui prennent la parole aujourd'hui, et c'est eux qui représentent les musulmans. Et c'est aujourd'hui le temps pour tout musulman et musulman de dire que j'existe et qu'il doit parler et qu'il doit pas laisser sa voix à autres, l'utiliser et l'instrumentaliser politiquement, parce que quand on paye les factures, c'est nous qui payons les factures à la fin. S'il y a un conflit politique, c'est les musulmans qui sont condamnés. C'est eux les victimes. C'est eux qui payent. Le drame du Québec, c'est qui a payé? Est-ce que c'est les islamistes? Non, c'est les musulmans qui prient monsieur, madame, tout le monde. Ils ont laissé derrière eux des orphelins et des veufs. Alors, c'est qui paye? Il faut se prononcer, il faut parler, il faut qu'on parle un peu, qu'on bouge. Mais ça demande de la volonté vraiment, puis la diffusion médiatique, parce que pourquoi le problème des gens comme nous sont les islamistes, c'est votre nous ici sont ouais, pourquoi? Parce que nous on brise le nous. De l'islam, de la oui, démocratie. parce que nous on brise ce nous là. Eux, ils veulent créer un nous politique, nous en face des autres. Puis les musulmans comme moi ou des gens qui réfléchissent comme ça, ils brisent cette union là. C'est comme non, excusez-nous, nous ne sommes pas nous sommes multiples. Et là ça dérange beaucoup les islamistes, parce qu'ils aiment pas cette formule que nous sommes diversifiés. Ils veulent un nous. Comme ça, ils peuvent faire leurs demandes auprès des États, auprès du gouvernement, des responsables politiques. Écoutez, nous, derrière nous, on a 400 000 personnes. Mais quand tu dis non, ces 400 000 personnes sont diversifiées, multiples, non, toi, t'es pas... Parce que, deuxième chose qui est importante, je sais qu'on devrait parler rapidement. Je vous écoute avec passion, et une autre demi-heure ensuite. OK. Ce qui est problématique aussi, dans ce sens-là, c'est... j'ai oublié l'idée. Est parti. Je vous relance, cela dit. Alors, avec ma petite question de tantôt, oui. On dit il y a l'islamisme, mais est-ce que l'islamisme est pluriel lui-même? Quelquefois, on distingue le salafisme, d'autres choses. C'est ça. Est-ce qu'il y a plusieurs courants dans l'islamisme, ou il s'agit d'un courant relativement unifié? Ça, c'est la question qui vraiment, je m'attarde beaucoup sur cette question-là. C'est même la problématique de ma recherche. Comment on peut aborder l'islamisme? Parce que dans le monde arabe, c'est vraiment un courant qui vraiment, c'est pas dominant, mais vraiment énorme et puissant. Mm-hmm. Alors, je dis toujours à mes collègues, est-ce qu'on va les jeter dans la mer? On peut pas. C'est des gens, c'est des Marocains, c'est des Égyptiens, c'est des gens, c'est des citoyens avec nous. Il faut qu'on trouve une solution de vivre ensemble. C'est une théorie qui existe, c'est une pensée qui existe. Et la question, c'est d'étudier l'islamisme. Moi, personnellement, je l'analyse selon deux paradigmes. Le paradigme utopique et le paradigme idéologique. Les idéologies dans le monde arabe, comme le Maroc, comme en Turquie, c'est l'islam politique comme idéologie. On regarde en Égypte, par exemple, le berceau des frères musulmans, c'est l'utopie. On a vu le pouvoir quand ils ont gouverné avec Morsi. C'était l'utopie au pouvoir. C'est extraordinaire de voir ça, d'étudier ça. Et on a vu comment l'utopie au pouvoir, elle peut mener à des choses qu'on n'arrive même pas à comprendre. On ne sait même pas comment ils font la politique, mais c'est parce que c'est l'utopie au pouvoir. L'islamisme, oui, il y a beaucoup de catégories d'islamisme, mais dire que ça c'est radical, ça c'est pas radical, c'est dans le concept de la jahiliya. C'est ça ce que je veux revenir sur les principes. Quand on dit que Dieu qui gouverne les humains et que il faut être soumis à Dieu, ça veut dire être soumis à la charia. Puis l'adoration de Dieu, c'est dans la soumission. Puis l'unicité de Dieu, ça veut dire sa gouvernance. Mais dans ça, c'est correct. On dit, OK, c'est bien. Jusqu'à là, c'est bien. Mais tant accord ces trois principes avec le principe de la jahiliya, ça veut dire quoi la jahiliya? Ça veut dire toutes les sociétés qui ne pratiquent pas la charia, ce sont des sociétés d'ignorance. Les sociétés d'ignorance, il faut les détruire et reconstruire un État islamique. Alors, le Québec, c'est une société de la jahiliya. Donc une société ignorante à reconstruire. Alors c'est ça le problème de vivre ensemble avec les islamistes quand on regarde ça. Parce que si cette société de la jahiliya, il faut la détruire. C'est déjà le principe de la jahiliya partagé avec tous les islamistes. Salafistes, non salafistes, pour eux, c'est société de la jahiliya. Comment vous dites exactement ce mot? Jahiliya. D'accord. Alors, de l'ignorance. Alors, il y a les salafistes qui ils ont tous cette base-là, ces principes. C'est pourquoi je l'utilise comme principe ontologique de leur pensée. C'est parce que ces principes-là, partagés par tous les islamistes, de la droite jusqu'à la plus soft. L'islamisme le plus soft, c'est ça. Mais c'est quoi la violence? Il y a les islamistes, comme on peut dire les salafistes, qui disent oui, ça c'est une société de la jahiliya, mais pour nous, c'est vivre dans l'isolement de cette société-là. Nous, on va créer notre communauté, notre HLM à nous, on va vivre ensemble, on va... Dans le repli, dans l'entre-soi, chez les vertueux, alors que d'autres sont dans une logique de conquête. Exactement. Et ça, c'est exactement. Ça veut dire soit vivre dans cette société, mais il y a un isolement psychologique,
Et ça, c'était déjà fait en Égypte. Ça veut dire on vit dans le même espace, mais c'est un espace divisé. C'est un espace divisé. Ça veut dire eux, nous et les autres. Mais il y en a d'autres qui disent non, on peut pas vivre comme ça parce qu'il faut détruire cette société, reconstruire une autre. Et ça, c'est où il vient la violence. Alors, Mounia Aïd Kaboura, nous prenons une pause de quelques instants et au retour, nous poursuivons cette discussion passionnante sur islam et islamisme avec Mounia Aïd Kaboura, philosophe et spécialiste de la question de l'islam. Radio VM. Chers amis, disais-je, nous sommes de retour à la Vie des idées avec Mathieu Bock-Côté. Le thème de notre discussion aujourd'hui, l'islam et l'islamisme, avec Mounia Aïd Kaboura, chercheur en philosophie, qui travaille sur ces questions avec une rigueur académique et universitaire. Donc, c'est l'occasion d'en comprendre un peu mieux cette question qui est si présente dans nos sociétés. Mounia Aïd Kaboura, question politique toute simple. Pour plusieurs Québécois, pour plusieurs Occidentaux, la question de l'islam ou de l'islamisme, les deux se confondent quelquefois, comme vous le savez, lorsqu'elle apparaît dans l'espace public, elle apparaît d'abord autour de la question des signes religieux ostentatoires, autour de la question du voile notamment. Et on nous dit c'est une nécessité religieuse fondamentale. Le voile est le signe probablement d'une foi authentique, d'une soumission à une certaine conception de la religion. Et il ne serait pas légitime pour les sociétés occidentales de vouloir baliser l'expression des signes religieux ostentatoires dans l'espace public. De votre point de vue, que représente aujourd'hui la question du voile dans les sociétés occidentales, du point de vue des islamistes notamment? Est-ce que pour les islamistes, la question du voile est le symbole d'affirmation spirituelle, un signe d'affirmation politique, un signe d'occupation de l'espace public? Et pour les musulmans en général, qui sont soumis à ces courants culturels, est-ce qu'ils voient la dimension politique, par exemple, du foulard islamique? Tout d'abord, j'aimerais bien dire que tout islamiste est un musulman. Mais tous les musulmans ne sont pas des islamistes. Ça va de soi. OK. Ça, c'est, alors, je crois que c'est une distinction élémentaire qu'il nous faut faire souvent. Exactement. C'est ça. Il faut toujours signaler ça parce que c'est ça ce qui est réel. Oui, bien sûr. Okay. La réalité à ses droits. Oui, exactement. Alors, quand on regarde, le foulard islamique, ça, c'est problématique parce que il faut, quand on parle, des fois, il y a une ambiguïté au niveau du concept. Il y a le foulard, il y a la burqa, il y a le niqab. Il y a comme deux statuts de foulard. Il y a le foulard qui cache tout. Ça, c'est la burqa et le niqab. Le niqab, mais ça peut avoir d'autres noms. On peut donner n'importe quel nom. Mais l'essentiel, c'est quand on met un habit qui cache tout. Oui. Et qui cache même les yeux avec un petit mouchoir transparent. Okay. Soit de grès, soit un petit foulard là, transparent. Qu'on met ça. Puis, il y a le foulard. Le foulard, ça veut dire un foulard qu'on peut mettre sur notre tête. Oui, bien sûr. Normal. Qu'on peut mettre avec ça des robes, des jupes, de ce qu'on veut porter. Puis, alors la question, est-ce que, parce que les islamistes ils disent non, tout ça c'est de la religion. Non, c'est pas tout ça de la religion. Quand on parle de la burqa et de niqab, il n'existe aucun texte qui dit les femmes devraient vous couvrir de la tête jusqu'aux pieds. Il n'existe pas ce texte-là. Le texte qui existe, ça ne concerne pas les musulmanes, ça concerne les femmes de prophètes. Puisque les musulmans, elles croyaient que le prophète a un statut privilégié, que le monde commun, monsieur, madame, tout le monde, alors ces femmes aussi, ils ont un statut privilégié que les femmes musulmanes. Ça veut dire que la femme de prophète, il n'a pas le droit de se remarier après la mort d'un prophète. C'est comme ça, il reste veuve. Tandis qu'une musulmane, elle peut se marier 1000 fois s'il a envie de se remarier. Alors, c'est quoi la différence? C'est là, le statut de prophète, c'est pas le statut d'un musulman normal, ordinaire. Le foulard, pour la niqab et la burqa, c'est culturel. C'est lié à une société. Et ce n'est pas c'est pas un habit, c'est un habit culturel et pas religieux. On pourrait dire que c'est un habit culturel auquel on a prêté une signification religieuse. C'est un habit culturel que moi j'ai délié à la société prémoderne. Pourquoi? Parce que quand on regarde les sociétés arabes, islamiques, la modernité est venue avec l'envahisseur, ça veut dire le colonisateur. Dans ces sociétés-là d'aujourd'hui, quand on regarde l'Arabie Saoudite, c'est merveilleusement beau chez eux. Le modernisme existe, mais la philosophie de la modernité n'existe pas. Alors moi, j'appelle ces pays-là les pays hybrides, une culture hybride. Ça veut dire une culture qui combine entre la croûte de la modernité, ça veut dire le modernisme, la technologie, tout ça, avec un fondement
pré-moderne. Et même archaïque. Même pré-moderne qui vient de médiéval. Ça veut dire toute la construction médiévale au niveau de la culture, le sac culturel, la mentalité culturelle est médiévale. Alors, ils ont mis les deux dans une moulinette. Et le système qui est sorti, c'est un système hybride. Ce système-là, il est venu ici, au Québec, avec les immigrants. Comme les Québécois, les immigrants, ils se questionnent pas leur culture. On se questionne pas sur c'est quoi la culture, c'est quoi on devrait ajuster, qu'est-ce qu'on devrait pas ajuster, c'est quoi le fondement, c'est quoi qui n'est pas fondamental. Ces questions-là, c'est comme tout le monde. Est-ce qu'un Québécois, on peut dire de souche, il se questionne sa culture, ce qui est beau, ce qui est pas beau, ça, c'est comme les gens qui travaillent dans la recherche, c'est eux qui sont en charge de ces questions-là. Mais les gens qui, normal, pour eux, c'est leur culture, ils adoptent ça comme ça à l'aveuglette et questionnent rien. Alors, quand on regarde le foulard, ça, c'est problématique parce qu'ils disent non, on devrait enlever le foulard de l'espace public. Parce que oui, donc, distinguons. Il y a le voile intégral, mais ensuite, il y a le foulard islamique, on pourrait dire ordinaire. Ordinaire, normal. Il y a des femmes qui mettent le foulard. Est-ce que celui-là, à votre avis, cause problème politiquement ou spirituellement? Est-ce qu'il a une signification particulière? Doit-il être source d'inquiétude d'une manière ou de l'autre? Le problème que plusieurs femmes, ils mettent le foulard parce que le texte est ambigu. Ça, c'est déjà un problème interprétatif. Et quand j'ai regardé l'interprétation française, ils ont déjà attribué une interprétation déjà. Alors oui, donc je vois, il y a devant vous le Coran, il y a le texte en arabe, il y a le texte en français, et le texte en français, finalement, fait disparaître la complexité ou l'ambivalence du texte arabe. Exactement. C'est ça. J'ai souligné ça dans un texte que j'ai écrit sur la polygamie pour démontrer que déjà le texte arabe est ambigu et il y a un conflit d'interprétation. Mais la version française, ils ont attribué automatiquement l'interprétation qu'ils veulent parce que c'est des textes qui étaient subventionnés par les pays de Golfe. Puis eux, ils ont déjà une interprétation prête, puis ils ont attribué cette interprétation à la langue française et anglaise. Mais le texte arabe est déjà conflictuel. Alors pour ces femmes-là, il y a plusieurs qui pensent que s'il enlève son foulard, il va y aller à l'enfer. Et si on regarde la littérature de l'enfer, c'est un récit extraordinaire pour les gens qui travaillent vraiment sur l'imaginaire. L'imaginaire culturel est incroyable. On regarde cette littérature-là, de l'enfer et du paradis, c'est 14 siècles d'écriture. C'est des tonnes et des tonnes de livres. Et c'est fascinant, comme un champ de travail épistémologique, c'est fascinant. Mais ces gens-là, ils croient que c'est vrai ce qu'ils lisent. C'est une croyance pour une femme normale. Moi, juste hier, j'ai rencontré une à métro qui voit une femme, une caissière, normale, il part de son pays, puis vraiment normale. Cette femme-là, il croit que le foulard, s'il enlève son petit foulard de sa tête, il va y aller directement à l'enfer, parce qu'il va être suspendu à l'enfer par ses cheveux, là. Alors imagine que tu vas penser que là-bas, c'est éternel. L'autre, au-delà, c'est éternel. C'est pas comme notre vie ici. Mm-hmm. Alors tu vas rester éternellement suspendu à travers tes cheveux, là, accroché à quelque chose. Alors ça, c'est terrible. Beaucoup de femmes croient il faut qu'ils gardent leur foulard. Mais le problème, il est où politiquement? Ces femmes-là, ils font pas la différence que eux, ils sont en train de renforcer un courant politique. Parce qu'il y a des femmes des islamistes. Elles mènent leur vie, tout simplement. Tout simplement. Sans être chacune d'entre elles consciente de la portée politique et philosophique de leurs gestes. Exactement. Mais comme le commun des mortels, soit dit en passant, vit normalement sa vie à l'abri des querelles philosophiques. Exactement. Mais il y a les islamistes. Les femmes islamistes qui défendent le foulard parce que c'est une représentation politique pour eux. Mais c'est une représentation de quoi? C'est le signe de quoi? De la présence de l'islam dans l'espace public? Nous sommes nombreux. Regardez-nous, avec nos foulards, nous sommes nombreux. Plus que nous sommes nombreux, on est là. Regardez-nous. Puis dans ce nombreux-là, il y a des femmes avec le foulard, mais ils sont pas avec les islamistes. Ce sont juste des femmes normales, des berbères, des maghrébines, des arabes. C'est des femmes normales. Mais ils sont déjà comptés comme parmi les islamistes. Donc c'est une manière de marquer socialement les femmes pour les faire appartenir presque malgré elles à un groupe. Oui, c'est exactement. une manière de les enrégimenter, si je comprends bien? Ils sont là. Si tu mets un foulard, tu es avec le foulard. Puisque tu es avec le foulard, tu es avec nous. Parce que nous, on défend le foulard. Mais vous défendez le foulard dans quelle manière, dans quel système? Ça, les femmes, ils savent pas. Et déjà, la chose qui est plus frappante chez les islamistes, les femmes islamistes, qui maintenant, aujourd'hui, ils disent le féminisme islamiste, ils ont emprunté cette théorie qui est énorme, qui est vraiment... Une récupération du féminisme par l'islamisme. Oui. Comme on pourrait dire d'ailleurs que l'islamisme a souvent tendance à emprunter le langage des droits de l'homme pour pousser ses revendications. Oui, exactement. C'est le féminisme islamiste, mais sans féminisme. Le noyer, c'est pas un féminisme. Mais... OK, c'est le féminisme islamiste. Ça, il défend la théorie des islamistes. Mais ce qui est frappant, ce que je regarde ces femmes-là, c'est qu'ils trahissent beaucoup la condition féminine. Dans quel sens? Parce que quand on regarde une femme qui défend la polygamie,
Mais quand on lui pose la question, est-ce que toi, tu es capable d'accepter une deuxième femme? Ben, il dit, moi, mon mari trouve aucune femme plus meilleure que moi. Alors, si toi, tu penses ça, ben, moi aussi, je le pense. Et la femme qui travaille, et la caissière aussi, elle le pense. Elle pense qu'elle est la meilleure femme. Et son mari, il peut pas avoir une deuxième plus meilleure qu'elle. Alors pourquoi vous acceptez ça pour les autres, vous l'acceptez pas pour vous? Et ce qui est frappant, il y avait une islamiste qui était vraiment très, j'ai oublié le nom, en Égypte, à l'époque de Morsi, puis il était invité à une émission télévisée avec, j'ai oublié son nom, et lui a dit la question, celle-là, est-ce que tu acceptes? Il dit, ben mon mari va pas trouver mieux que moi. Ah, d'accord. Et eux, ils étaient en train de défendre la cause de circoncire les filles. C'est-à-dire l'excision, vous voulez Oui, dire? l'excision, exactement. Alors, comment vous acceptez ça? Parce que eux, ils savent qu'ils vont pas pratiquer ça sur eux, ni sur leurs filles. Mais pour les autres, oui. Pourquoi? Pour cimenter une cause. Pour préparer. La femme, dans la littérature islamiste, est fondamentale. Si on regarde, par exemple, le texte de Sayyid Qutb, Oui. on regarde le texte... Qui est, comme personnage, faites-moi une présentation en Ouais, 15 secondes de Sayyid Qutb, c'est le père spirituel des frères musulmans. Non, c'est le théoricien. Oui, le excusez-moi, père, le théoricien. c'est Hassan el-Banna. Bien sûr. Mais C'est le lui, c'est théoricien vraiment des frères musulmans. Ouais, exactement. C'était un poète, mais vraiment, ses œuvres, c'est extraordinaire pour l'analyse scientifique, vraiment. Si on regarde son texte, il a écrit un texte, As-salam al-alami ou l'islam. Il a écrit la paix l'international et l'islam. Comment on peut créer la paix au niveau international avec l'islam? Quand on regarde juste la table de matière, il a construit la paix de l'international sur la paix dans la société. Et la paix dans la société est faite dans la paix dans la famille. Et la paix dans la famille est structurée sur l'épaule de la femme. C'est qu'on regarde toute cette paix internationale, bah, c'est la femme qui doit soutenir cette paix internationale. Comment il va la soutenir? La femme devrait rester chez elle. Tout d'abord et avant tout, sa place est dans la maison. Il doit prendre soin de cette génération, il doit prendre soin de son mari pour qu'il voit ni à gauche ni à droite, parce que s'il voit à gauche et à droite, il ne va pas être concentré sur sa mission principale, c'est de créer une société de vertu et de justice sociale et d'islamisme. Alors elle, il doit maintenir son mari bien correct, il doit élever la nouvelle génération dans les principes de l'islamisme, et il devrait prendre soin de tout le monde. Et elle, il ne devra pas sortir parce que s'il sort, il va mettre toute la problématique au sein de la société, ça veut dire le problème moral. Alors c'est la femme et s'il sort, il doit se couvrir pour ne pas attirer l'attention et le désir des hommes. Quand on regarde ça, on dit toi tu as construit toute cette paix là sur le dos de la femme, mais les femmes ne sont pas des superwomen, nous sommes des êtres humains comme monsieur, madame, tout le monde, puis on a des droits et on a des devoirs et tout ça c'est partagé, mais quand on regarde leur conception, je vois pas moi le féminisme ici. Ouais, je ne vois pas. Et je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment la femme est centrale. C'est comme le mormon. Donc on pourrait dire que le contrôle des femmes est au cœur du projet islamiste. Exactement. Et de ce point de vue, il faut les marquer socialement parce que on entend souvent, par exemple, que le voile, c'est une manière d'enfermer la femme dans la communauté musulmane, de l'associer. Autrement dit, qu'elle ne puisse pas aller voir ailleurs, qu'elle soit clairement associée à une communauté, qu'elle ne puisse pas en sortir. Est-ce qu'on peut dire, de ce point de vue, que la bataille du voile dans les sociétés occidentales n'est pas qu'une bataille vestimentaire, comme dirait l'autre, mais qu'elle porte à conséquence sur la définition même qu'on a de l'émancipation féminine ou de la liberté féminine? C'est compliqué parce que, écoute, Mathieu, il y a des femmes, c'est pour ça que je souligne la culture. Il y a des femmes comme moi, avec leurs jeans et leurs souliers sport. Mais ils sont vraiment conditionnés par la culture. Ils sont prisonnières. Ils sont pas modernes ni libres, même avec toute l'apparence qu'on voit. Et on peut trouver une femme, voilée comme ma mère, et indépendante, et travailleuse, et maintenue toute une vie, là, puis t'es indépendante. Alors là, on voit, c'est quoi l'indépendance? Le problème avec le foulard, c'est que ces femmes-là, elles sont pas conscientes qu'elles sont en train de cimenter un autre groupe. Elles sont instrumentalisées, si je vous comprends Exactement. Bien. C'est comme les musulmans. Est-ce qu'ils sont en train d'instrumentaliser ces 400 000 personnes? Oui. Pourquoi? Parce que ces 400 000 personnes, ils sont passives, ils sont silencieux. C'est la même chose pour ces femmes-là. Alors aujourd'hui, les femmes qui portent le foulard, qui ne sont pas islamistes, il faut qu'elles se prononcent, qui parlent, qui disent ne sont pas des islamistes. Pour nous, le foulard, c'est quelque chose, pour nous, religieuse, de croyance. On veut mettre ce foulard parce qu'on croit que si on ne met pas le foulard, on va y aller à l'enfer. Oui, exactement. Mais il faut savoir une chose très importante au niveau du foulard. Le foulard a toute une littérature bien dessinée. Ça veut dire quand une femme met un foulard, il ne met pas de maquillage. Il ne fait pas ses sourcils. Il met pas
parfum qui reste loin d'elle. Ça veut dire un parfum qui reste avec elle-même, qui sent les autres, ils ne devraient pas sentir son parfum. C'est des femmes qui portent quelque chose qui est large. Ça veut dire le corps ne devrait pas être vraiment visible. C'est comme un vêtement large. Deuxième, et enfin, c'est un vêtement qui n'est pas attirant, qui n'est pas colorié, qui est pas, ça veut dire dans la simplicité, ça veut dire une femme invisible. Mais est-ce qu'il n'y a pas la volonté en Occident, quelquefois, de faire une forme de croisement culturel? Donc, le foulard est là, mais avec le maquillage, mais avec... Exactement. Il y a ça, c'est ce qu'on appelle la représentation identitaire. Alors, il y a la représentation identitaire culturelle, la représentation politique. Et il y a beaucoup de filles qui veulent dire, OK, nous sommes des musulmanes, mais ils sont des maghrébines, mais ils disent nous sommes des musulmans parce que c'est comme pour eux, ce que j'ai remarqué chez les jeunes, ils ont de la misère de différencier entre leur appartenance culturelle, dire je suis algérienne, je suis marocaine, je suis tunisienne, alors ils réduisent la chose, je suis musulmane. Écoute, moi, même les petites, là, je suis musulmane. C'est comme l'islam est devenu une identité culturelle d'appartenance. Et ces filles-là, on trouve le foulard avec le maquillage, avec un pantalon de jeans, avec un top, avec toutes ces choses-là. Mais c'est un mix qu'ils ont créé pour eux d'identification. Et comment les islamistes jugent-ils ça? Voilà, c'est ça le pertinent. Est-ce qu'ils voient surtout le voile ou est-ce qu'ils voient surtout le maquillage? Non, pour eux, puisque tu as un voile sur ta tête, avec eux, c'est correct. Pourquoi? Le reste, ce sont des détails et ça passera? Non, parce qu'on est dans un pays occidental. Si on est dans un pays qui n'est pas occidental, un pays islamique, on peut dire musulman, ça change tout, parce qu'ils commencent à te critiquer. Non, le foulard n'est pas comme ça, le foulard est comme ça. Alors, tu dois t'ajuster selon la conception de foulard, on peut dire, traditionnel, ou le foulard de la conception médiévale. Mais puisqu'on est en Occident, et déjà le problème de foulard est conflictuel, alors puisque tu as un foulard sur ta tête, tu veux faire une identification culturelle, ou tu le fais parce que tu crois vraiment que c'est indispensable pour ta religiosité, pour eux, c'est pas grave. Tu es avec eux puisque tu portes un foulard. Si quelqu'un touche le foulard, s'il touche les islamistes. C'est comme, et là, ils font appel à toutes les femmes. Écoutez, ils veulent enlever le foulard sur votre tête. Alors les femmes disent, non, mais moi, je peux pas enlever mon foulard. Je pourrais pas. Et c'est problématique. Il y a une chose qui est très importante. C'est que les femmes québécoises, je pense qu'ils ont de la misère à comprendre. Parce que quand on parle de la femme québécoise après les années 60, ce sont des femmes qui s'est révoltées sur le système. Et pour eux, la révolution, c'est ça, la condition de la femme. Mais ça veut dire qu'ils ont leur espace privé. Une femme québécoise, elle a son espace. Ça veut dire personne ne rentre sur cet espace-là. C'est l'individualité. Pour une femme maghrébine, arabe, berbère, n'importe, ils n'ont pas d'espace privé. Les femmes, elles sont des superwomen. C'est vrai, ça, dans la conception. Ouais. Ça veut dire qu'elle qui donne les enfants, c'est elle qui est responsable de l'éducation des enfants, c'est elle qui travaille à l'extérieur, qui travaille à l'intérieur. C'est elle, si quelqu'un veut demander quelque chose à la maison, il va pas demander à son père, il va demander à sa mère. Maman, maman, maman. C'est elle le tout. Alors, quand on rencontre ces femmes-là, on dit, tu dis, écoute, Wallah, Mounia, je te jure, j'ai pas coiffé mes cheveux depuis 2 semaines. J'ai pas le temps. Alors, pour elle, il met son foulard sur sa tête, puis il sort. On les voit avec leurs jeans, avec leurs chemises longues, avec leurs manteaux, mais il me dit, je te jure, je dis, non, il faut que tu te reposes, j'arrive pas. Il faut qu'elle ramène les enfants le week-end. C'est elle la responsable. Deuxième chose, dans un contexte d'immigration, c'est la femme qui supporte le tout, parce que le monsieur, quand il vient ici, l'homme, si c'était un ingénieur, un médecin, il vient ici, dit non, tu peux pas pratiquer. Là, il tombe dans la dépression, parce qu'il peut pas faire autre chose que ce qu'il a fait chez lui. Et la femme, là, elle doit supporter ce monsieur, là, elle doit supporter son homme. Alors lui, il a fait des pressions, c'est elle qui doit gérer tout l'espace de la famille. Puis beaucoup de femmes qui sont vraiment diplômées, qui travaillent n'importe quoi. Pour eux, c'est comme ça, c'est normal, le sacrifice. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation. Une femme, elle doit sacrifier pour ses parents. Une femme, elle doit sacrifier pour son mari. Une femme, elle doit sacrifier pour ses enfants. La femme est relationnelle. Mais elle existe où dans cet espace-là? Elle n'existe nulle part. Il n'a pas son espace privé. Alors, ça aussi, on peut le comprendre dans la question de foulard. Il y a beaucoup de femmes qui mettent ça, juste parce qu'ils n'ont pas le temps de coiffer leurs cheveux, ou c'est parce qu'ils sont mariés, c'est un concept de respect, parce que moi, je suis mariée. Parce qu'il faut savoir, dans le monde arabe, quand tu as un foulard, tu dis à quelqu'un, écoute, moi, je suis mariée. Parce qu'il y a beaucoup d'harcèlement. Il faut comprendre ça. Beaucoup d'harcèlement. Vous voulez dire dans le monde arabe? Oui, dans le monde maghrébin, arabe. Ce monde-là, il y a de l'harcèlement. Tu sors dans la rue, et tu peux pas sortir sans quelqu'un te draguer, là. C'est impossible. Ce qui est différent ici au Québec. Alors, ces femmes-là se protègent par un foulard. Avec l'habitude, elles ramènent ce foulard avec eux, ils le gardent. C'est comme un signe de respect. Si quelqu'un vient et veut la draguer, il va lui dire, écoute, mon fils, moi, je suis une femme mariée, j'ai mon foulard sur ma tête. Alors, tu me casses pas la tête. C'est comme ça, parce que ils mettent le djellaba, ils mettent des choses comme ça, juste pour s'en débarrasser de l'harcèlement.
Et ils ramènent avec eux ça, puis qui reste comme une habitude. Qui peut pas. Tu dis à une femme, est-ce que tu peux enlever ton foulard? Elle dit, non, je vais me sentir comme toute nue. Mais moi, j'ai réfléchi à cette question-là et j'ai une proposition peut-être qui peut servir à quelque chose. Nous vous écoutons. C'est parce que le foulard n'a pas la fonction qu'on fait aujourd'hui. Parce que si on regarde le foulard, mais malheureusement, parce qu'on est à la radio, je peux pas expliquer ça. On met un foulard de cette manière. Ça veut dire, on le tourne, on l'accroche avec un truc ici, puis comme on a de la même forme. C'est le foulard islamique. Mais le foulard, c'est quoi? C'est pour les femmes qui croient vraiment qu'ils devraient cacher leurs cheveux. Il peut mettre un foulard à la traditionnelle. Ça veut dire un petit foulard. Il le serre ici. Je sais pas comment je ne saurais rendre comment l'image, mais tu peux m'aider à expliquer l'image. En gros, pour l'essentiel, il faudrait que... Oui, c'est comme un petit bonnet, comme le sort d'un petit bonnet. Puis s'il croit que vraiment il faut qu'il couvre son cou, et il va mettre quelque chose qui couvre le cou. Ça veut dire... Donc vous faites en ce moment une proposition vestimentaire pour les femmes qui veulent se couvrir. Là, ils vont se couvrir, mais ils vont pas être fondus avec les islamistes. Ce sont des femmes qui couvrent leurs cheveux, puis qui s'habillent normalement comme toutes les femmes québécoises. C'est l'habit de chez nous, d'ici. Pas besoin des djellabas et des choses comme ça. C'est un vêtement vestimentaire du Québec avec un petit foulard qui cache juste les cheveux. Puis il peut être à la façon de leur pays. Là, comme nous, les Marocains, on a une certaine forme qu'on fait, les Égyptiens autres. Mais on peut ramener cet habit culturel qui va dissocier de l'appartenance aux islamistes. Alors, il nous reste à peine 5 minutes. Oui. J'aimerais vous entendre sur la question des accommodements raisonnables, qui prend une grande place dans notre société. On se demande dans quelle mesure doit-on faire certains accommodements. Souvent, ces accommodements-là sont portés d'une manière ou de l'autre par des gens associés aux communautés musulmanes. Est-ce que pour vous, la logique de l'accommodement raisonnable est instrumentalisée aussi par l'islamisme, ou est-ce que c'est une logique légitime à laquelle notre société doit se plier pour accorder des droits à la diversité? C'est le problème de l'accommodement raisonnable. C'est nous devons des cultures qui viennent. Est-ce qu'on va accepter la culture telle qu'elle est? Je viens de parler des cultures hybrides, des cultures prémodernes. Est-ce qu'on va les accepter comme ça? Vous êtes chez nous, ici, ok, on va vous accepter. Non, mais c'est l'occasion qu'on est ici, qu'on devrait interroger les cultures. Les interroger, les questionner. Là, on va voir ce qui est adaptable à un homme moderne, pas un Québécois, une femme moderne et un homme moderne. Notre société, notre époque moderne, c'est l'occasion de se débarrasser de la culture prémoderne, de la questionner, puis de l'ajuster selon la modernité, le ramener vers nous, pas reculer vers eux, vers cette culture prémoderne, parce que le paradigme était vraiment dépassé. Quand on regarde ça, on devrait s'accommoder ce qui est accommodable, ce qui fit avec notre culture. Ce qui fit pas, on va le laisser tomber parce que il faut qu'on s'ajuste tous sur un code commun. La question qui se pose, par exemple, pour le tchador et le niqab. Ça, c'est un habit culturel. Pourquoi on va ajuster la société selon une tradition tribale? C'est la tradition tribale qui devrait s'ajuster avec la tradition moderne. Je vois les choses comme ça. Le questionnement des cultures est indispensable. Même le questionnement de la culture québécoise elle-même. Il faut qu'elle s'interroge par elle-même. On pourrait dire qu'elle se questionne elle-même aisément depuis longtemps. C'est ça, c'est un processus de questionnement, d'interrogation. Mais alors, je vous enverrai une question qui est un peu piégée. On dit quelquefois l'islam est une chance pour l'Occident parce que c'est l'occasion de faire l'expérience de l'altérité. Si je vous disais inversement, l'Occident est une chance pour l'islam parce que c'est la chance pour l'islam de se moderniser et de s'occidentaliser en un sens, c'est-à-dire de se refonder selon les préceptes de la démocratie libérale, la démocratie moderne, du questionnement philosophique. Est-ce qu'on peut dire que l'Occident est une chance pour l'islam? Oui, c'est une chance, mais pas dans le sens de s'occidentaliser, mais de sens de se critiquer, de se rationaliser, qui devient un islam moderne pour les gens modernes, parce que l'islam était interprété au 8e siècle. Nous ne sommes plus dans le 8e siècle, on est dans le 21e siècle. Et je sais, et je suis convaincu que le pays islamique, parce que l'islam est une idéologie de pouvoir, il va jamais avancer, il va rester prisonnier de cette idéologie, de cette politique. Ici, au Québec et ailleurs, les pays sont laïques. Alors l'islam n'est plus, la religion n'est plus un ciment idéologique pour le pouvoir. Il est devenu il est parti dans la spiritualité et dans le champ épistémologique. Et j'espère bien que l'islam aussi, on pourrait qu'il dissocie de la politique et de l'idéologie. Il devient une spiritualité, une croyance spirituelle et un champ épistémologique de travail. C'est énorme. Si on regarde juste l'avéroïsme, c'est la philosophie islamique. La philosophie islamique selon ce philosophe-là, selon par exemple Averroès, selon Ernest Bloch, par exemple, le philosophe allemand, il a dit c'est la gauche aristotélienne. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que les musulmans savent que Averroès était la gauche aristotélienne? Non, on ne sait pas ça.
à part Averroès, Avicenne, Al-Farabi, Al-Kindi, les frères de Safa, c'est énorme comme littérature. Et si on travaille pas ça vraiment, on a la chance que la religion n'est plus un champ idéologique et politique. Et si on travaille l'islam de cette manière-là, ça va ramener vraiment un apport très riche pour la société québécoise, vraiment. Il nous reste 3 minutes à peine. Je vous ramène sur votre texte très important, co-signé Manifeste pour un islam de liberté et de citoyenneté. Est-ce que vous avez rassemblé plusieurs signatures, des gens de différents horizons, des gens de différentes professions? Est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité de faire entendre votre voix dans la société québécoise et même de faire en sorte que cette voix devienne dominante dans la société québécoise? Ou est-ce que vous croyez que vous témoignez tout en sachant que vous allez demeurer minoritaire pour longtemps? Oui, je pense qu'on va rester de minoritaire pour longtemps, mais on a l'espoir de faire avancer les choses d'abord au sein des communautés, on peut dire la population musulmane, qui diversifie, de faire avancer les choses, de démontrer les choses, de provoquer les gens, de parler, de sortir du silence. Est-ce que votre texte a été bien reçu pour l'essentiel dans la société québécoise, c'est-à-dire dans les médias, tout ça? On a reçu ça comme une proposition intéressante ou est-ce que vous avez eu le sentiment de ne pas être entendu? Non, beaucoup de Québécois, on peut dire de souche, là, ce qu'ils ont vraiment été d'accord, puis ils étaient dit, enfin, on entendait une voix qui est différente, on veut vous entendre, ils étaient vraiment, on avait beaucoup d'encouragement et ça, c'est vraiment pertinent. On a aimé ça. Puis, nous continuons. Ça, c'est juste le début de la chose. C'est comme le début du processus qu'on veut le faire avancer. Et j'aimerais bien que beaucoup de monde rejoigne notre cause de toute croyance, de toute religiosité, parce que l'islam rationnel, ça sert à tout le monde. Hein. Une religion qui se critique, qui s'interroge pour s'accommoder, pour faire avancer les choses, ça c'est pour l'intérêt de tout le peuple québécois ou canadien, ça veut dire pour tout le monde. Alors nous arrivons à la toute fin de notre entretien, dans cet éloge de la rationalité, dans cet éloge du débat, dans cet éloge finalement d'une religion critique capable de se questionner elle-même. Mounia Aïd-Kaboura, je vous remercie infiniment pour votre présence à ce micro aujourd'hui et j'invite nos auditeurs à aller lire vos textes parus régulièrement sur le Huffington Post notamment, le texte paru récemment dans Le Devoir. Merci infiniment pour votre présence aujourd'hui. Merci Mathieu, merci. Au plaisir.